Laisse béton! Cet épisode est une ode au territoire. Mon invité, Damien Deville, géographe, anthropologue de la nature, enseignant, auteur et j'ai envie d'ajouter poète. Avec Pierre Spilloir, Damien a coécrit Toutes les couleurs de la Terre, dans lequel il porte la notion d'écologie relationnelle. L'écologie relationnelle, c'est une invitation à penser le monde à partir de l'altérité humaine et non humaine et à mettre au premier plan de l'action politique l'échelle des territoires, celle de la relation quotidienne. Dans cet épisode, Damien, qui se considère lui-même comme prisonnier des grandes villes, déplore la non-représentativité des territoires et le fait que ces derniers aient toujours été marginalisés ou ramenés à des choses techniques. Pourtant, avance-t-il, on a tous en nous un affect qui nous lie à un territoire, quelle que soit notre classe sociale, et aussi ordinaire nous paraisse ce vécu. Un épisode passionnant, éclairant et aussi critique que porteur d'espoir. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Damien. Bonjour. Tu es l'auteur, entre autres, d'un super bouquin que je recommande, qui s'appelle Toutes les couleurs de la Terre, qui est sorti il y a 2 ans, je crois, déjà en 2020. Et il y a quelques phrases là-dedans qui m'ont interpellée. La première, c'est que tu expliques que par ton métier, tu es ou tu étais jusqu'à présent contraint de vivre à la ville alors que ta pensée, je cite, appartient en partie à la ruralité. Alors ça m'intrigue cette phrase-là. En quoi ta pensée appartient-elle à la ruralité ? C'est une très belle question, merci Amélie pour ça. Peut-être juste préciser que le livre a été coécrit avec un collègue anthropologue qui s'appelle Pierre Spilloir et qui lui aussi vient d'un territoire rural dans le Grand Est de la France. C'est aussi une grande théorie de la géographie culturelle, la discipline à laquelle j'appartiens, cette idée qu'on est modelé, façonné par les territoires qui nous ont vus grandir, quelque part. Dans le sens où grandir au milieu du Sahel, c'est pas la même chose que grandir dans un village breton, qui n'est pas encore la même chose que grandir dans une grande ville. Ça façonne des imaginaires, ça façonne des systèmes de relations, ça façonne des symboles qui vont en partie continuer à nous habiter, même lorsqu'on quitte ce territoire. Et moi, j'ai eu la chance, c'est vrai, de grandir dans un territoire rural, qui est un petit hameau au sud du 78, et dans la vallée du Loir, dans le sud de la Sarthe, où j'ai une grande partie de ma famille aujourd'hui. Et par cette vie rurale, je crois que j'ai eu la chance de me confronter très tôt à l'altérité, humaine comme non humaine. C'est vrai que dans les villages, on vit ensemble, entre jeunes en tout cas, on vivait ensemble. Et puis, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais qui n'est pas si anecdotique que ça. J'ai toujours vécu avec des chiens, et ma maman a été mère au foyer pendant pas mal de temps. Et pour arrondir les fins de mois, elle faisait pensionnat canin. Et du coup, je rentrais du collège, il y avait 7-8 chiens à la maison, pour mon plus grand bonheur, d'ailleurs. Et tout ça, oui, a forgé, si vous voulez, un système familial élargi au non-humain en permanence, quoi. Et puis un petit peu plus tard, la ruralité est revenue vers moi lors de ma thèse de doctorat, vu que j'ai travaillé sur le territoire des Cévennes, un territoire qui a été marqué aussi par les vagues d'exodes ruraux, et puis plus récemment par la récente désindustrialisation de la France. Les Cévennes, c'est un territoire qui brasse un imaginaire très fort. C'est la plume de Stevenson, la plume de Chabrol, c'est des paysages valorisés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en même temps, c'est un territoire qui est aujourd'hui bercé par le silence. Les villages ne vivent plus, les forgerons ne tendent plus l'enclume, il n'y a plus beaucoup de vie finalement. Voilà, c'est un territoire qui a été victime, au fond, des grandes trajectoires de développement. Et le grand paradoxe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je suis prisonnier également de la grande ville. Alors même que mon cœur est resté là-bas, quelque part, entre les Cévennes et le sud de la Sarthe. Pourquoi je suis prisonnier des grandes villes ? Parce que c'est là où se structurent en grande partie, en tout cas on le pense, les réseaux de l'émancipation et les réseaux du savoir. Toutes les grandes universités se situent finalement dans les grandes villes. Et d'ailleurs, c'est l'un des grands paradoxes. Il y en aurait plein à citer, peut-être celui-là. J'ai travaillé sur les Cévennes, comme je disais tout à l'heure. J'ai présenté mes recherches de doctorat à Kyoto, à Berlin, au Canada, à Abidjan, bien sûr, en Afrique de l'Ouest, dans toutes les grandes villes françaises ou presque. J'ai jamais fait une seule conférence en Cévennes. J'ai jamais finalement offert ce savoir à ceux et celles à qui
il appartient avant tout, ou du moins à ceux et celles qui peuvent s'en saisir pour porter des projets de citoyenneté, des projets de développement, etc. Ça montre ce paradoxe, au fond, que aujourd'hui, on vit dans un système qui brise des opportunités dans certains endroits et qui les concentre dans d'autres. Il est peut-être pas trop tard pour aller présenter tes résultats de thèse. Eh bien, je l'espère. Si des Cévenol m'écoutent, ce serait bien sûr avec... On espère que ça provoquera ça. Tu es géographe, anthropologue de la nature, auteur. Tu es enseignant aussi, je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Et dans ce livre que j'évoquais tout à l'heure, vous portez la notion d'écologie relationnelle. Vous la portez même, vous la défendez, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, vous nous la mettez dans l'oreille. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire ? Oui, tout à fait. Alors avec Pierre, on est parti du principe, et on le montre dans la partie 1, que les grands modèles de développement occidentaux se sont construits autour de trajectoires d'uniformisation. Et que ces trajectoires d'uniformisation ont créé des précarités. On part de l'hypothèse, qui est une hypothèse qui a été d'ailleurs d'abord modelée dans les milieux altermondialistes dans les années 80, qu'on a essayé de remettre un petit peu au goût du jour face aux nouvelles données qui ont émergé des sciences humaines et sociales, celle de se dire que nombre de crises sociales et environnementales naissent d'une crise de l'un, L', d'une crise de l'uniformité. Donc ça, on le démontre à travers 3 grandes trajectoires, justement, la trajectoire des territoires, on pourra y revenir si tu souhaites, Amélie. Le grand modèle économique qu'est le capitalisme, qu'on ne traite pas trop sous l'angle des inégalités, déjà vu, déjà entendu, et à juste titre. Plutôt, on le traite davantage comme un impérialisme, dans le sens où ce qui caractérise le capitalisme, c'est de donner, c'est une citation d'Orwell, ça, de donner un prix à tout et une valeur à rien. C'est-à-dire que les systèmes de création de valeur liés au capitalisme s'imposent sur des codes culturels et symboliques qui composent pourtant les sociétés et qui sont jugés émancipateurs pour ces mêmes sociétés. Détruire du symbole, on ne se rend pas compte à quel point ça crée énormément de précarité. C'est Jean Mallory, très grand anthropologue des peuples inuits, qui disait ça. Il disait sans symbole, nous sommes rien qu'un peuple de robots manipulés par le verbe et par l'image. Texto, je trouve cette phrase très belle. Elle revient souvent à moi, cette phrase, quand j'essaye de justement penser les territoires. Et puis, troisième trajectoire, qui est très importante et qui a nourri ce concept d'écologie relationnelle, c'est l'écologie elle-même. En tout cas, une certaine trajectoire, une certaine histoire de l'écologie qui a séparé humains et non-humains et qui a créé nombre de précarités, autant que chez les humains que chez les non-humains. Petite digression, c'est d'ailleurs une expérience de la sorte qui m'a mené vers l'anthropologie, puis plus tard vers la géographie. J'étais très branché biodiversité. Moi, au début de mes études, j'imaginais ma vie aller protéger les grands éléphants, les grands tigres, je ne sais pas où. Et j'ai eu la chance, en licence 3, de faire un magnifique stage, un rêve de gosse, dans une équipe de rangers en Australie, sur la protection des populations de koalas. Je vais le faire comme ça, mais c'était un stage très dur, car très sportif. Sportif que je n'étais pas à l'époque, que je ne suis toujours pas beaucoup, mais à l'époque c'était pire. Du coup j'ai souffert pendant ce stage, mais je crois que cette souffrance était un mal nécessaire pour davantage m'ouvrir l'esprit. C'est vrai que les grands voyages nous mettent en situation de vulnérabilité, et cette vulnérabilité remet en cause certains de nos acquis. Le voyage reste nécessaire, je pense, à la quête de l'altérité et donc à la quête de l'écologie. Et là-bas, c'est vrai que pour protéger les koalas, on les séparait des activités humaines. D'ailleurs, certains koalas avaient des intérêts à vivre en zone périurbaine. Une partie de notre métier était d'analyser leur comportement en zone périurbaine, et très vite, en fait, on les prenait, au sens littéral du terme, et on les emmenait à 300 km de là, dans des zones protégées. Et chiffres à l'appui, recensement à l'appui, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas sur la protection des populations de koalas eux-mêmes, puisque dans les zones protégées, la population s'agrandissait, puis se stabilisait très rapidement pour ensuite s'orienter vers une forme de déclin. Pourquoi ? Parce que les koalas sont des animaux très territoriaux, et dans un espace qui est par définition limité, ils vont finir par se faire de la concurrence pour l'espace et pour la ressource, pour la sexualité également. Et puis, il y avait des questions davantage anthropologiques, philosophiques qui commençaient à me bousculer là-bas en Australie. Les koalas avaient choisi d'être en zone périurbaine, ils avaient des intérêts à être là, notamment la moindre concurrence avec les autres marsupiaux. Ils avaient également bien sûr des inconvénients à être en zone périurbaine, accident de voiture, attaque de chiens domestiques qui pouvaient soit les tuer sur le coup, soit provoquer une maladie dont les koalas sont tous porteurs, la chlamydiose, une maladie sexuellement transmissible qui crée cécité, voire létalité chez des populations de koalas. Et au lieu d'essayer de penser finalement une forme de coexistence émancipateur pour tous, humains comme koalas, on demandait aux koalas de partir, et on demandait aux koalas de partir au nom de leur propre protection.
qu'il y avait un paradoxe, une forme d'hypocrisie finalement, dans la légitimation du discours politique, citoyen, qui ne me convenait pas. Et puis ensuite, il y avait une dernière dimension plutôt philosophique. Le koala est présent partout dans les imaginaires australiens. Dessins animés pour enfants, logo d'équipe de foot, politique d'attractivité du continent aussi, à commencer par les politiques d'attractivité touristique. Le koala est un animal mis en scène pour attirer finalement sur le continent australien. Et pourtant, il est violenté au quotidien par les populations qui vivent sur ce même continent. Et donc ça m'a dynamité l'esprit, et retourné en France, je me suis dit, et si la vraie question, au lieu de continuer à séparer nature et culture, ce serait pas de rassembler et de réfléchir bien sûr aux règles de la coexistence. C'est comme ça que je me suis orienté vers l'anthropologie. Tout ça pour dire, Amélie, pardon, j'étais un petit peu long, mais que le terme d'écologie relationnelle naît de là. C'est cette idée de se dire qu'on est face à une crise majeure, la crise fondamentale peut-être qu'on connaît aujourd'hui, la crise du vivant, avant la crise du climat d'ailleurs, à mon sens. L'un entraîne l'autre, mais la crise du vivant me semble beaucoup plus grave et beaucoup plus urgente, au fond, que la crise climatique. Et que du coup, il faut bien sûr penser le monde à partir justement de l'altérité humaine comme non humaine. On voulait forger un concept autour du mot d'écologie. Et en même temps, dans son histoire longue, ce terme d'écologie a créé lui-même des précarités finalement. A mis en invisibilité nombre de populations animales comme végétales et même des populations humaines. C'est Claude Lévi-Strauss qui disait ça. Il disait séparer l'homme de la nature, c'est forcément séparer un type d'homme à d'autres types d'hommes. La phrase est très belle, la phrase est très poétique. Elle marche tellement bien sûr pour les populations autochtones. C'est ce que condamnait Claude Lévi-Strauss, mais je crois qu'aujourd'hui ça marche aussi à l'échelle de la France pour des populations qui choisissent des trajectoires de vie différentes, voilà, entre urbains et ruraux par exemple. Et du coup, pour contourner les déficits de l'écologie, on y a posé le terme de relation, en se disant qu'une écologie pleine et pertinente doit uniquement se penser à l'aune de la relation à l'autre, humain comme non humain. Et penser cette relation nécessite de mettre au premier plan de l'action politique un échelon qui est très présent dans les imaginaires écolos, mais parfois qu'on a tendance aussi à violenter ou à marginaliser, au fond, dans les slogans écolos, dans les politiques publiques, qui est l'échelle, bien sûr, des territoires. On pense que tout commence et tout finit à l'échelle des territoires, qui est vraiment l'échelle de la relation quotidienne, l'échelle d'un corps en mouvement dans un lieu, et tout ce que fait ressentir ce corps en mouvement dans un lieu, quelque part. Donc voilà, c'était cette invitation qui est l'écologie relationnelle, remettre la relation au cœur de nos vies, à l'échelle des territoires. Alors, tu parlais de la trajectoire des territoires tout à l'heure, tu disais qu'éventuellement on pourrait y revenir. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Et quelle est cette trajectoire, en fait ? Oui, alors cette réflexion, elle est née avec Pierre, qui est le co-auteur du livre, donc d'une certaine forme de nostalgie que certains auteurs ont théorisé par la suite sous le terme de solastalgie. Le terme est un peu dur, un peu barbare, dit comme ça. Mais Alice Desbioles, qui est une docteure qui a travaillé sur l'éco-anxiété, le résume avec cette phrase très belle. Elle dit que la solastalgie, c'est pas quand nous quittons un pays, c'est quand un pays nous quitte, quelque part. Quand un paysage qu'on a au fond du cœur est détruit, phagocyté par le tout urbain, par un modèle d'aménagement du territoire qui semble violent, destructeur, etc. Et c'est vrai qu'avec Pierre, on a grandi dans des milieux ruraux qu'on a vu changer en l'espace de très peu de temps, en l'espace de 20 ans finalement. Dans le hameau dans lequel j'ai grandi, finalement, les petites parcelles, les petits étangs ont été sacrifiés sous les remembrements agricoles. Aujourd'hui, c'est des champs de blé à perte de vue. J'ai grandi aux portes de la Beauce. Les maisons aussi, qui avaient des greniers quelque part, hein, où on pouvait se rapprocher des rêveries du ciel, où il y avait des caves. Et bien tout ça où ont disparu par un modèle finalement de construction de zones pavillonnaires qui ont toutes le même visage d'une région à l'autre. Oubliant par extension qu'une maison doit s'intégrer à un milieu quelque part pour ne pas être violente pour son territoire. Et donc on a essayé de se penser au fond comment on en était arrivé là. Qu'est-ce qui explique ce changement des territoires ? Et on a mis en avant 3 grandes trajectoires qui sont pas les seules, hein, mais elles nous semblaient assez systémiques pour penser tout le reste finalement. La première de cette trajectoire, elle se développe plutôt à partir du 19e siècle et elle va prendre ferveur notamment dans le 20e siècle, c'est la théorie des avantages comparatifs. C'est-à-dire qu'on a spécialisé territoires urbains comme ruraux finalement dans des filières d'excellence en pensant que par cette spécialisation, les territoires allaient pouvoir peser dans l'économie monde sans se faire de la concurrence, au fond. Cette théorie, elle est implacable sur le papier. Néanmoins, face à la complexité du vivre ensemble, eh ben, elle a 2 immenses limites. La première, c'est que
certaines filières ont été décidées depuis Paris, dans un pays très centralisé comme la France, et ont été parachutées dans les territoires au détriment de relations structurelles émancipatrices entre l'homme et son milieu, qui créent des systèmes économiques pas très performants, certes, mais harmonieux au fond, c'est-à-dire qu'ils ne remettaient pas en cause la capacité des générations futures à vivre ce même territoire. Et durable surtout, quoi. Durable, voilà. Exemple de filière parachutée, les sous-marins à Cherbourg, Airbus à Toulouse, les chantiers navaux à Toulon, et surtout le port d'export des matières agricoles à Lorient, en Bretagne. Changeant complètement le visage de l'agriculture bretonne, se développant un élevage hors sol, qui n'a pas plus d'intérêt à être là qu'ailleurs, puisque par définition, c'est hors sol. Le seul intérêt que ont ces éleveurs à être en Bretagne, c'est la proximité avec le port d'export, et donc l'économie liée au transport de la marchandise. Cet élevage est polluant, cet élevage a détruit des paysages, a détruit des systèmes structurels paysans. Cet élevage pollue les sols, pollue les rivières, problème des algues vertes sur le littoral breton, qui est toxique autant pour les humains que pour les non-humains. Donc on voit les boucles de rétroaction que ça a créées, et tu vois bien, Amélie, que ça renforce cette hypothèse. On a uniformisé l'économie d'un territoire, la Bretagne. On a créé de multiples précarités qui sont liées à cette uniformisation. Et puis la deuxième limite des avantages comparatifs, c'est que finalement, elle n'a pas su vraiment prophétiser l'avenir, dans le sens où au fil du temps, il y a des filières qui deviennent beaucoup plus compétitives que d'autres. Et là, on voulait que les territoires s'équilibrent au nom de cette spécialisation. Aujourd'hui, ils se font bataille à cause justement de leur uniformité quelque part. Airbus à Toulouse crée beaucoup plus d'emplois et d'influence que les stations balnéaires du Languedoc-Roussillon. Et que dire de tous ces territoires qui ont eu des filières qui n'existent plus aujourd'hui? Je pense aux hommes du noir, les mineurs, aux hommes du feu, la chaudronnerie, aux femmes du fil, le textile. Aujourd'hui, il y a des territoires où les taux de précarité n'ont jamais été aussi hauts parce que hier, ces territoires ont été spécialisés dans des filières qui n'existent plus du tout, et effectivement aujourd'hui. Cette théorie des avantages comparatifs, elle est toujours pratiquée aujourd'hui. On s'en rend pas compte. Là, j'ai fait référence à l'histoire finalement relativement longue. Récemment, la ville de Vendôme, par exemple, a vendu son nom à Louis Vuitton pour la maudite somme de 10 000 euros. Ce qui peut paraître très faible, ce qui est quand même relativement choquant. Bien sûr, il n'y a pas que ça dans le deal. Il y a aussi la reprise de certaines manufactures de la ville de Vendôme par Louis Vuitton, et puis des royalties à chaque fois que la marque utilisera ce nom. Mais si vous voulez, on reste vraiment dans cette idéologie où, pour sortir de la crise, parce que Vendôme a été aussi très marqué par la désindustrialisation, on va respécialiser le territoire dans une filière d'excellence par l'un structurel avec une grande multinationale qui est en l'occurrence Louis Vuitton. On est toujours dans la théorie des avantages comparatifs. Deuxième grande trajectoire, je serai beaucoup plus rapide sur celle-ci, c'est finalement la métropolisation. Ce qu'il faut noter, c'est que ce qui caractérise la métropole, et ça c'est le géographe Guillaume Faburel qui le dit bien, c'est pas simplement l'agrandissement d'une ville sur elle-même. C'est la capacité qu'a une ville de restructurer toutes les filières d'un territoire à partir de son propre centre. Une métropole concentre les systèmes décisionnaires. Et qu'est-ce qui lui permet de faire ça? La concentration des populations et par extension des grands capitaux économiques, sociaux, des grands flux de population, etc. Avec pour risque de mettre en vassalité d'autres types de territoires. Et ça se voit bien, c'est-à-dire qu'on a beau vivre à la campagne, on a le regard tourné vers la ville pour disposer de pas mal de biens et de services. Et troisième trajectoire, finalement, qui est plutôt de l'ordre des imaginaires, mais qui est très formative, je trouve qu'on oublie de la traiter en citoyenneté et en politique publique, pourtant c'est presque la plus importante. Eh bien, c'est que, puisqu'on a le regard toujours tourné vers la ville, eh bien, nos esprits s'urbanisent autant que les espaces s'urbanisent, dans le sens où c'est uniquement dans les grandes villes qu'on va placer les grands récits de l'émancipation, les grands récits de l'espoir quelque part. Il suffit d'aller au cinéma pour se rendre compte, c'est un exemple que j'utilise souvent, mais je pense qu'il est marquant, pour se rendre compte que la plupart des films se passent dans les grandes villes, et comme la France reste un pays très centralisé, se passe à Paris. On trouve exactement la même chose dans tout type de création culturelle, la littérature, le théâtre, la musique, etc. Ça peut paraître anecdotique, dit comme ça, mais qu'est-ce que ça crée? Ça crée une non-représentativité culturelle et démocratique de ce qui compose pourtant les 2/3 du territoire français. Et je pense que la crise des Gilets jaunes peut en partie s'expliquer par ça. Il y a un vrai enjeu, je pense, à remettre en diversité la fabrique de nos imaginaires. En disant ça, je ne suis pas du tout dans un rapport martial entre métropole et autres types de territoires, bien au contraire. C'est plutôt une invitation à remettre en justice, finalement,
les différentes manières de s'approprier les territoires français. Moi, je rêverais de pouvoir aller au cinéma et choisir entre un film qui se passe en Cévennes, un film qui se passe à Ouessant et un film qui se passe à Paris, par exemple. C'est pas du tout anecdotique également parce que quand on remet en diversité nos imaginaires, on recrée des capacités de s'approprier différents types de territoires et du coup, on remet sur le devant de la scène différents types d'opportunités pour ces mêmes territoires. C'est un véritable levier finalement pour lutter contre les injustices spatiales et les injustices territoriales. Ça fait référence, j'imagine aussi à ce que vous dites tous les deux dans le livre, qui est que en fait les territoires ou les habitants des territoires n'ont pas de lieu d'expression, ou moins en tout cas, pas de lieu d'expression nationaux, et que du coup, leur parole est déformée, puisqu'elle est exprimée par des gens qui vivent en ville. Et la question qui me vient là, c'est, et s'ils avaient un lieu d'expression, ces habitants, que diraient-ils ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et je pense qu'il faut justement aller leur tendre le micro, aller les écouter. Ça me fait penser ce que tu dis, Amélie, sur en fait la manière dont on traite les territoires et même, j'ai envie de dire, sur la formulation des concepts scientifiques et citoyens qui traitent de ces territoires. Je pense que ma discipline elle-même a blessé les territoires, la géographie, la science des territoires. Par exemple, on a beaucoup entendu dans le débat public la notion d'invisible, travailler sur les populations invisibles. Ouais, c'est violent. C'est assez violent, effectivement. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a été dit lorsque j'ai commencé ma thèse. Donc moi, comme je disais, j'ai travaillé sur les Cévennes et notamment sur la ville d'Alès, une ville moyenne, habitée plutôt par des populations populaires, anciennement ouvrières, anciennement liées au travail de la mine, notamment. D'ailleurs, j'ai choisi la ville d'Alès parce que ça résonnait avec ma propre trajectoire familiale, étant moi-même petit-fils de mineur de la ville de Saint-Étienne. Et lorsque j'ai commencé ma thèse, un chercheur m'a dit « Damien, tu vas travailler sur les invisibles ». Et moi, je comprenais pas ces expressions parce que les populations qu'il désignait comme étant invisibles, moi, je ne voyais que dans mon quotidien. C'était mes grands-parents, c'était mes voisins, c'était les gens avec qui j'ai grandi. Moi, j'ai grandi dans le périurbain classique, petit hameau du sud de l'Île-de-France où il n'y a pas beaucoup de capitaux économiques, finalement. Ces invisibles, je ne voyais que. Pour moi, c'était tout mon quotidien et toute ma trajectoire de vie avait été influencée par ces mêmes personnes. Ils n'étaient pas du tout des invisibles à mes yeux. Par contre, je me suis rendu compte effectivement que quand on montait dans les strates de pouvoir, l'université étant une strate de pouvoir aussi, et les personnes avec qui j'avais grandi n'étaient pas représentées. Deuxième concept, alors lui qui a beaucoup été critiqué par une frange de la géographie à juste titre, qui a fait beaucoup de mal au territoire, c'est le concept de France périphérique, quelque part, qui est tellement violent dans le sens où une commune, pour ceux et celles qui l'habitent, c'est un centre du monde. Dans le sens où c'est là où on fait grandir nos enfants, c'est là où on vieillit et où on meurt. D'ailleurs, dans les familles populaires, finalement, on meurt relativement proche de là où on a toujours grandi, au fond. Et c'est pas du tout un constat d'échec, pour moi. Bref, une commune, c'est un centre du monde pour ceux et celles qui y habitent. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut traiter les territoires, quelque part, comme un centre du monde. Chaque territoire est un centre du monde pour ceux et celles qui le pratiquent au quotidien. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de les porter dans les politiques publiques. Personne n'est périphérique à sa propre vie, au fond. Et donc, personne n'est périphérique au territoire qui l'habite. J'ai bien compris à la lecture du livre dont on parle à l'instant que vous n'êtes pas là pour apporter des solutions. En tout cas, ce n'est pas la prétention du livre. Néanmoins, j'ai envie de te poser la question à travers tes voyages, vos voyages à tous les deux, vos diverses expériences d'anthropologue, géographe, enseignant, etc. Et toutes les rencontres que j'imagine ces livres ont provoquées. Est-ce que tu as vu des débuts de solutions est un bien grand mot, mais en tout cas des choses qui vont dans le sens de ce à quoi vous rêvez, de cette écologie relationnelle? Oui, alors effectivement, ce qu'on n'a pas voulu faire dans le livre, Amélie, c'est de donner un peu des recettes toutes faites, formuler un prêt-à-penser dont on meurt, je pense, dans les sociétés occidentales. Pourquoi ? Parce que le prêt-à-penser recrée l'uniformité qui crée de la précarité. On a plutôt voulu donner des clés de lecture, outiller les gens pour qu'ils puissent trouver par eux-mêmes, en fonction du territoire dans lequel ils habitent, des solutions aux mots MAUX contemporains. Néanmoins, pour penser la relation à l'échelle des territoires, il nous semble qu'il y a 3 piliers qu'on peut garder en tête et qui peuvent nous permettre de guider un petit peu l'action. Ces 3 piliers nous intéressent parce qu'ils sont non uniformisants, ils sont communs
aux humains comme aux non-humains. Ce qu'on a essayé de faire dans le livre, c'est trouver une matrice qui ne fait plus de différence, au fond, entre l'humain et le non-humain, ce qui me semble être d'ailleurs la grande cause de l'écologie scientifique, citoyenne et politique, c'est de dépasser, au fond, l'anthropocentrisme. Le premier, c'est la vulnérabilité. On est tous vulnérables et que pour lutter contre cette vulnérabilité, on a besoin d'épaules, on a besoin de cannes, on a besoin d'un professeur qui nous inspire, on a besoin, bref, d'une somme de relations. La vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on partage avec le non-humain. Humains et non-humains sont vulnérables. Corinne Pelluchon traite ça à travers ce qu'elle appelle l'âge du vivant. Il faut créer dans chaque territoire l'âge du vivant. La deuxième, c'est la rencontre. J'aime beaucoup cette phrase d'Anna Tsing qui dit que 1 plus 1, ça n'a jamais fait 2. En anthropologie, quelque part, ça donne toujours un résultat qui est largement supérieur à la somme des parties. J'aime bien prendre l'exemple d'un humain plus un chien, puisque moi, je vis toujours avec des chiens. Et un humain plus un chien, ça crée aussi de l'amitié, ça crée des souvenirs, ça crée du temps, ça crée de l'espace, ça crée un monde qui est propre à ces deux individus. Imaginons ce qu'il est possible à l'échelle des territoires, avec une multitude d'humains et une multitude de non-humains. Il se passe des choses dans les territoires qui naissent de la rencontre, finalement, avec l'altérité, les tiers-lieux, par exemple, les jardins familiaux, des nouvelles formes de gouvernance qui renouvellent un petit peu la démocratie. La Convention citoyenne pour le climat, portée par Mathilde Imert notamment, a été, je pense, un levier politique créé sur la rencontre, quelque part. 150 citoyens tirés au sort qui vont se rencontrer et forger ensemble des politiques publiques qui n'auraient pas pu forger ensemble s'ils ne s'étaient pas rencontrés préalablement. Ils n'auraient pas pu aller aussi loin dans la réflexion quelque part, quoi. Voilà, donc ce pilier de la rencontre est une invitation finalement à faire de la relation dans chaque territoire une œuvre. Et puis je dirais qu'il y a des politiques publiques un peu plus structurelles qui catalysent aussi cette relation. Par exemple, permettre à chacun de vivre dans un territoire aimé et choisi. Ça, c'est quelque chose de très fort. Ça peut paraître très simple, dit comme ça. Mais c'est une métamorphose complète dans la manière de penser le travail, dans la manière de penser les filières économiques, dans la manière de penser l'autonomie alimentaire et sociale des territoires, dans la manière de penser les transports aussi, etc. C'est un projet de société en tant que tel, au fond. Et puis le troisième pilier, c'est bien sûr la justice. Pourquoi la justice ? Parce qu'une fois qu'on a dit relation, on a un peu tout et rien dit, dans le sens où d'un point de vue théorique, la domination, la prédation, c'est également des formes de relations. Et donc pour que les relations soient émancipatrices pour les deux parties prenantes, il faut les replacer finalement, bien sûr, à l'aune de la justice, par le droit. Le droit est un outil de justice, mais aussi par des formes relationnelles qui peuvent dicter de la norme. Le pouvoir moral de nos sociétés, donc ce qui guide un petit peu nos pas, n'est pas que lié au droit. Il est lié aussi finalement à l'histoire d'un territoire, aux mœurs d'un territoire, au regard que portent sur nous les aînés, par exemple, et qui va en grande partie arbitrer nos choix. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, notamment en Afrique de l'Ouest. Et on rigole pas avec les systèmes de parenté. En parlant aussi de ces systèmes de justice, je pense à ce qu'a fait Desmond Tutu pendant la réconciliation suite à l'apartheid, ce qu'on a appelé l'Ubuntu, qui est une forme de réconciliation par le mot, par la puissance des mots quelque part, où on met des gens autour de la table et on essaie de se réconcilier par la force d'une parole bien dite quelque part. Voilà, en tout ça, je crois beaucoup. Et là encore, les territoires ont un magnifique rôle à jouer et on y revient toujours, puisque c'est là où on peut vraiment créer des tables rondes, finalement, entre différentes catégories de population qui peuvent se réconcilier. C'est là aussi où on peut créer des systèmes juridiques desquels humains et non humains deviennent les mêmes extensions. En Nouvelle-Zélande, quand on donne un droit à un fleuve, c'est quelque chose de magnifique, puisqu'au lieu de donner des droits à une espèce protégée d'un côté, et finalement des droits à une culture de l'autre, la culture maori par exemple, c'est un milieu, et aux humains et non humains qui composent ce milieu, à qui on va donner une parole juridique et une représentation juridique. Ce qu'on met en droit, c'est plus une nature d'un côté, une culture de l'autre, c'est un système relationnel, quelque part. Et je pense que c'est vers ça, effectivement, vers lequel il faudrait aller. Et puis, je crois que dans cette nouvelle justice, dans cette nouvelle manière de faire justice, il y a également l'échelle du mythe qu'il nous faut reforger. On a de nouveau besoin d'un grand récit. Et la relation permet de porter ça et de réinstaller aussi dans les territoires un petit peu la quête de l'autre. Les territoires ont été tués, à mon sens, dans le débat public, puisqu'on les a toujours ramenés à des choses techniques. Agencement des compétences, PLU, SCOT, et en les ramenant à des choses techniques
On a empêché aux gens la capacité de s'approprier ce thème dans le débat public. De là, à mon sens, l'émergence de l'extrême droite, finalement, sur le thème territoire. Là où un territoire, c'est des chants, c'est des sons, c'est des odeurs, quelque part. C'est des émotions autant que de la raison, quelque part. C'est un corps en mouvement. Et tout ce que fait ressentir ce corps en mouvement dans un lieu spécifique. C'est ce système relationnel, au fond, qu'il faut mettre aussi en politique dans la manière dont on traite les territoires. Ce serait l'une des manières de leur rendre de nouveau justice, au fond. Le grand chantier qui s'ouvre maintenant, c'est que les territoires reviennent dans le débat public. Je trouve que c'est une magnifique nouvelle. L'étape d'après, c'est d'en faire un système d'appropriation de ces territoires, de permettre à chaque citoyen et citoyenne de retrouver du pouvoir d'agir à l'échelle des lieux dans lesquels ils habitent. Ça demande justement de faire un travail sur les mots. C'est pour ça que je crois beaucoup à cette dynamique symbolique et poétique aussi dans la manière de travailler les territoires. Je disais tout à l'heure qu'on a tous au fond du cœur un très vieux paysage, et ça c'est du sensible. Et donc travailler un petit peu les affects finalement dans la citoyenneté ouvrirait des portes très fortes. Et je me suis rendu compte que cet aspect poétique qui nous lie au territoire est quelque chose de très partagé dans les différentes classes sociales. J'ai travaillé sur les populations pauvres de la ville d'Alès, dans les Cévennes, et notamment auprès de celles qui ont un jardin. Et c'est fou de voir à quel point leurs paroles sont bercées de poésie, alors qu'ils ne sont pas allés loin dans les études. Ils ont commencé le travail très tôt, pour la plupart. Certains même parlent très peu le français, parce qu'ils sont venus des pays du Maghreb sur le tard, et que leur langue, c'est plutôt l'arabe. Un exemple, un jardinier m'a dit cette phrase très belle et que je trouve très poétique, qui aurait pu être écrite par un poète. Il avait fait un petit hôtel à insectes quelque part sur lequel j'avais vu un petit lézard. C'est quelque chose de très puissant, un hôtel à insectes, quand on pense que ces populations sont très pauvres et qu'elles retournent à la terre majoritairement pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'elles font un jardin avant tout pour nourrir leur famille et pour arrondir les fins de mois par la vente des produits, des surplus agricoles au fond. Donc sacrifier une petite partie de ce jardin, non pas pour quelque chose de productif, mais pour la biodiversité, au fond m'a intrigué. Et quand je l'ai questionné sur les motivations qui l'avaient poussé à accorder aussi de l'espace à quelque chose de non productif, il a eu cette phrase très belle, il m'avait dit Damien, tu sais, un jardin sans lézards, c'est comme un jardin sans coccinelle, ce n'est pas un jardin. Cette phrase est très poétique dans les imaginaires qu'elle berce dans les choses que ça fait valoir, quoi. Et puis, cette réconciliation par le symbole, par la poésie, permettrait de mettre autour de la table aussi des populations qui n'ont pas tellement l'habitude de se parler, voire qui sont en régime conflictuel. Exemple très concret, sur les hauteurs de Alès, il y a un village magnifique qu'on appelle La Salle, où il y a énormément de néo-ruraux. Et cette arrivée de néo-ruraux crée des conflits avec ceux et celles qui ont toujours été là, ces populations se balançant un peu leurs identités au visage. Pourtant, quand tu prends ces deux populations à part et que tu fais des entretiens avec elles, ce que j'ai fait en partie dans mes recherches, tu te rends compte qu'il y a des points communs très forts. Et notamment 2 points communs. 2 symboles, au fond. Mais le symbole est le début d'un projet collectif. Le premier, c'est la culture de la résistance, plutôt protestante, pour ceux qui ont toujours été là, plutôt anti-urbaine, anticapitaliste, pour ceux et celles qui sont arrivés sur le territoire. Et puis la deuxième, c'est finalement l'amour des chemins de crête, l'amour des châtaigneraies, l'amour des montagnes, qui fait que certains sont restés et que d'autres sont arrivés. Même pour ceux qui sont restés sous la contrainte, on reste pas toujours dans un territoire par choix. Parfois, il faut prendre soin du papa qui est malade, et quand le papa malheureusement est plus là, c'est trop tard pour partir. Parfois, il faut reprendre l'entreprise familiale, on n'en a pas trop envie, mais on le fait pour l'épopée familiale, quoi. Et malgré tout, même quand c'est sous la contrainte, le bonheur continue à passer, la vie continue à s'émisser, car malgré tout, ce territoire, on l'aime bien au fond. Et là, tu vois, on a 2 symboles, la culture de la résistance et l'amour des châtaigneraies, quelque part, sur lequel on peut opérer la rencontre et sur lequel on peut construire, pourquoi pas, un nouveau projet politique qui réconcilie tout le monde. Et pour le coup, moi, ces 2 symboles-là qui m'intéressent particulièrement, puisque le lien aux châtaigneraies prend en compte aussi le non-humain, au fond. Et puis, je dirais, et ça, c'est une invitation que je fais également au milieu écolo auquel je me sens appartenir. Dans l'écologie, on a tendance, à tort, à accorder beaucoup de regard aux luttes extraordinaires, et on a raison, bien sûr. Notre-Dame-des-Landes, les grandes marches pour le climat, ceux qui créent des villages complètement écolos, bon. Mais il y a aussi des choses très ordinaires de forme
qui sont extraordinaires de fond, dans le sens où elles répondent à cet imaginaire relationnel que l'écologie appelle de ses voeux. 2 exemples très concrets, allez. Saint-Omer, dans le nord de la France, c'est l'un des derniers marais habités de France. Le facteur de Saint-Omer livre toujours du courrier en barque. Waouh. Dans certains endroits du marais. Et pour moi, au fond, il met pas simplement un bout de papier dans la boîte aux lettres. Il met toutes les couleurs du marais dans la boîte aux lettres. Dans le sens où, sans lui, le marais ne pourrait pas continuer à être habité, au fond. Et donc, la biodiversité du marais continuer à s'émanciper. On a tendance à penser dans les réseaux de l'écologie qu'il faut partir d'un territoire pour que la biodiversité s'émancipe. C'est faux. Une grande partie de la biodiversité se nourrit, au fond, des activités humaines. Ce qui a créé la biodiversité des Cévennes, c'est les châtaigneraies. Aujourd'hui, les châtaigneraies sont abandonnées. La biodiversité des Cévennes disparaît parce que les Cévennes ne sont plus habitées. Saint-Omer, c'est pareil. Une biodiversité se crée grâce au facteur de Saint-Omer, au fond. Pourtant, donner une épopée au facteur, c'est pas quelque chose qu'on pense dans les réseaux de l'écologie, pourtant c'est quelque chose qu'on devrait faire. Autre exemple, ma mamie, 92 ans, vit dans un petit village de la Sarthe, Sud-Sarthe, dans un mini-pays qu'on appelle le Belinais, voilà, qui est entre la Suze-sur-Sarthe et Écomois, bref. J'aime cette idée qu'au fond, elle prend autant soin du territoire que le territoire prend soin d'elle, ce qui explique sa longévité en bonne santé. Et pour elle, son club de Scrabble dans son petit village, c'est tout pour elle. Ça fait 20 ans qu'elle ne loupe pas un mardi dans son club de Scrabble. Et ça peut paraître anecdotique, dit comme ça. Mais quand on a 92 ans, ça ne l'est pas anecdotique. Le Scrabble, c'est de la logique, c'est de la mémoire, c'est pratiquer la francophonie. On pourrait remonter jusque-là. C'est de la dextérité des doigts. Et puis surtout, c'est un endroit où elle retrouve tous ses proches, tous ses amis. C'est un endroit où elle échange sur le territoire, où elle se réapproprie le territoire, où elle fait des propositions aussi, malgré son grand âge, sur le territoire. Quelle personnalité politique, par exemple, donne de la valeur à ça? Personne actuellement. Pourtant, je pense que c'est ce qu'on devrait faire. Et d'ailleurs, parce que ça correspond à l'horizon de l'écologie. Et je pense que c'est un levier qui peut fédérer aussi les gens autour d'un projet commun. Bref, donc je pense qu'il y a une grande étape à relier tous ces réseaux territoriaux, les choses extraordinaires comme les choses ordinaires, et d'en refaire un horizon de société. Quand on arrivera à faire ça, je pense que se dégagera de belles années citoyennes et politiques devant nous. En tout cas, c'est l'invitation que j'ai envie de faire aujourd'hui. Ouais. Tu parles de la Sarthe, de ces paysages ou de ces sensations en fait de l'enfance. Et j'ai envie de te demander de me parler d'une de ces sensations. Je vais te poser une question plus précise, mais si je te demande de me décrire un moment ou une période de cette enfance que tu décris dans ce territoire dont tu parles, où tu t'es senti vraiment, vraiment à ta place en fait, parce que c'est de ça dont on parle, je crois, un peu. À quoi tu penses spontanément ? C'est une bonne question, c'est la première fois qu'on me la pose. Je te remercie pour ça, j'y ai jamais tellement pensé, mais tu vois, à chaud là, quelque chose qui me revient. Il faut dire que la maison de ma grand-mère dans la Sarthe, qu'elle habite toujours, était le QG familial, dans le sens où toutes les grandes fêtes de famille, baptême, mariage, sauf le mien qui s'est fait au pays, qui s'est fait au Burkina Faso, grands anniversaires, voilà, pour les 80 ans de ma grand-mère et tout, se sont déroulés dans cette petite maison sartoise. Du coup, je relie cette maison aussi à toute ma grande lignée familiale, alors même que la majeure partie de ma famille vient de Saint-Étienne, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais c'est eux qui faisaient le déplacement pour venir en Sarthe. Et un endroit où on aimait se retrouver dans ce village, c'était le stade municipal. Voilà. C'est tout bête, hein, et en plus... c'était pas le plus beau stade que j'ai vu, même en ruralité, voilà, la commune n'a pas beaucoup de sous, c'est un stade de briques et de broc, et pourtant c'est là que se faisait la rencontre, avec toutes les corps sociaux qui composaient ce même village, ce petit village de Saint-Ouen-en-Belin, au cœur de la Sarthe. Et ça rejoint un peu ce que j'exprimais tout à l'heure, les plus belles épopées, les plus beaux souvenirs sont dans des choses très ordinaires, au fond, mais qui, mis en mots d'une certaine manière, mis en récit d'une certaine manière, peuvent nourrir les plus grands combats politiques de notre temps, quelque part, quoi. Donc moi, l'un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est
des parties de foot entre les villageois de Saint-Ouen et la famille élargie. Souvent, on faisait des équipes différentes, mais on se retrouvait autour du barbecue qu'on faisait dans ce même stade municipal en fin de soirée, quoi. Et d'ailleurs, on se rend pas compte à quel point, voilà, les gestionnaires de ces lieux sportifs dans les villages, ils sont à quel point ils sont des agents de relations, des agents de liens. Et puis quand on pense que c'est vrai que le sud de la Sarthe a été marqué par les exodes ruraux. D'ailleurs, quand on voit des vieilles cartes postales de la Sarthe, voilà, sur Lassus, sur Sarthe par exemple, qui est un village en bord de Sarthe, qui est magnifique, où il y a beaucoup d'artisanat toujours. Quand on voit des vieilles cartes postales, à quel point le village était vivant, quoi. Il y avait même des endroits où on faisait de la dinanderie. La dinanderie, c'est le travail du cuivre, casserole, etc., qu'on retrouve aussi un petit peu plus haut en Normandie, vers Alençon, vers Saint-Lô, etc. Cette dinanderie, elle créait des paysages sonores. On se rend pas compte, mais on entendait dans tout le village les artisans taper le cuivre pour faire la casserole, quoi. Donc, c'est aussi ces sons qui ont été perdus lorsque les villages se sont vidés. Et pourtant, malgré ce vide qui est toujours présent, et ben dans certains petits endroits comme ça, la vie continue à passer, la poésie continue à s'écrire quelque part. Moi, c'est ça qui me touche en Sarthe, quoi. Et c'est un peu cette épopée à laquelle j'aimerais de nouveau participer, remettre un peu de poésie, de lien dans ces villages qui ont besoin de se réinventer. Ouais. Ce podcast s'adresse à des citadins qui rêvent de vivre au vert, avec tous les guillemets qu'on peut imaginer, en tout cas qui se projettent à plus ou moins long terme, ou même que dans leur esprit, dans une vie rurale. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire avec tout ce que tu sais, tout ce que tu as vu, tout ce à quoi tu rêves toi? À quoi aurais-tu envie de les inviter? Déjà, je dirais que pour moi, la première porte d'entrée vers la diversité des territoires, urbains comme ruraux d'ailleurs, c'est la compréhension de cette même diversité. C'est dur de comprendre l'altérité. C'est dur de rencontrer l'autre pour ce qu'il est vraiment et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Et d'ailleurs, c'est l'un des grands enseignements de mes voyages. La diversité que j'allais chercher aux quatre coins du monde, quelque part, elle est également présente chez nous, dans le moindre recoin de nos espaces. Mais j'arrivais pas à la voir, cette diversité, parce que on ne m'a pas donné les outils pour pouvoir la voir. Vivre en Auvergne, par exemple, c'est littéralement vivre à l'ombre des volcans. Quel Auvergnat, quelle Auvergnate a aujourd'hui des connaissances en vulcanologie, par exemple? Très peu de personnes, parce que notre système éducatif, notre manière d'aménager le territoire, notre manière de se représenter parfois la démocratie ne rend pas justice à cette diversité. Quand je vois aujourd'hui des nationales qui coupent des villages dans ce qui était avant le cœur de village, on voit à quel point notre modèle finalement de développement a tué la relation, a tué le lien dans ces territoires. Donc ça, ce serait la première clé, essayer de se donner des outils pour mieux comprendre l'altérité, mieux la regarder et mieux pouvoir la comprendre. C'est Paul Valéry, le poète, qui disait ça. Il disait que pour écrire, il fallait entrer en soi armé jusqu'aux dents. J'aime beaucoup cette phrase parce que je crois qu'elle peut marcher pour la compréhension des territoires. Pour comprendre les territoires, il faut être armé, il faut être outillé. De là, la lecture, de là aussi, je pense, beaucoup de créations cinématographiques, littéraires et visuelles qui peuvent nourrir un petit peu les imaginaires. Elles existent, elles sont un peu invisibilisées dans la fabrique des imaginaires dominants. Il faut aller les chercher quelque part. Il y a de très beaux films, il y a de très beaux récits qui existent, de très belles chansons aussi sur les territoires. Il y a des chansons qui chantent Saint-Étienne, il y a des chansons qui chantent le nord de la France, il y a des chansons qui chantent l'Ardèche et les Cévennes, bien sûr, Jean Ferrat, etc. Donc ça, ce serait ma première invitation. Faire l'effort de s'outiller, faire l'effort de lire un peu plus pour pouvoir comprendre l'altérité des territoires. La deuxième, à mon sens, c'est de prendre conscience qu'on a tendance à considérer nos propres personnes comme des entreprises. Ça, c'est violent de dire ça comme phrase. Je sais, moi, la première fois que je l'ai reçu, ça a été aussi un choc. C'est Michel Foucault qui disait ça. Il disait que le système capitaliste fait qu'on considère nos corps comme des entreprises avec une intériorisation de nos points forts et nos points faibles et une marchandisation, au fond, de nos points forts et de nos points faibles. Le CV est l'avatar de ça. C'est une mise en entreprise de notre propre personne. Alors, je dis pas que c'est mal, mais ce que ça crée, c'est que naturellement, puisqu'on considère nos personnes comme des entreprises, c'est positionner aussi nos corps là où ça devient le plus intéressant pour nous, à savoir dans les grandes villes, quelque part.
Et donc, avoir conscience de ça permet peut-être, par autocritique, de se dire, en fait, je pourrais positionner mon corps autrement, je pourrais valoriser ma personne autrement dans les grands systèmes sociaux et économiques qui caractérisent les territoires français. Et puis, la troisième chose que j'aimerais dire, c'est que des épopées territoriales, on peut les recréer très vite, au fond. J'expliquais que tout à l'heure, les Cévennes souffraient, y compris en termes de biodiversité, du fait qu'elles ne soient pas habitées. Des copains qui partent ensemble, qui reprennent une vieille ferme, ils pourront remettre de la biodiversité dans leur territoire très rapidement. Ça va assez vite, finalement, de permettre à la coccinelle, aux papillons, à la biche de revenir sur le territoire. Ça va très vite de recréer un peu le lien entre les habitants par quelques soirées culturelles, par un petit peu d'événementiel. Un petit peu d'huile de coude, un petit peu de volonté, un petit peu d'imagination. Et très vite, on recrée de la relation, très vite, on remet de la vie, humaine comme non humaine, dans les territoires. Ce qui est très long, c'est de se dire « Ok, je pars. Ok, j'y vais. Je quitte Paris et je vais m'installer dans le sud de la Sarthe ou je ne sais où. » Et je pense qu'avoir conscience de ce ratio aussi entre le temps que ça met de briser ses chaînes et la rapidité qu'il y a de pouvoir créer un nouvel équilibre quelque part dans les territoires est quelque chose qui peut rassurer, je pense, et qui peut nous permettre de repartir au fond. Et puis après, je dirais qu'on ne se rend pas compte à quel point, moi c'est quelque chose qui m'a marqué, à quel point l'humanité est hospitalière. Au fond. C'est-à-dire quand on quitte les grands discours, les grandes théories et qu'on se replace au plancher des vaches, au fond, et qu'on va rencontrer l'autre, on ouvre beaucoup plus la porte qu'on la ferme, au fond. Les vieux des villages, ils sont très contents de raconter leur histoire, ils sont très contents de raconter leur savoir sur le territoire, ils sont très contents de t'accueillir, quoi, si tu prends le soin d'aller à la rencontre. En Afrique de l'Ouest, l'hospitalité est un art de vivre. Je dirais que, ouais, il y a peu de risques, au fond, à aller rencontrer de l'autre dans les territoires. Au contraire, il y a beaucoup d'opportunités. Il faut savoir les saisir. Ouais. Et puis quelque chose que j'aimerais dire aussi, tu sais, Ami, c'est que on a tendance à penser qu'en ville, on vit davantage à l'altérité qu'en campagne. C'est faux. C'est une perception de l'esprit. Pourquoi ? Et ça, c'est référencé par la géographie depuis très longtemps, parce que dans les grandes villes, il y a tellement de choix finalement qu'on se met à avoir des relations choisies et des relations avec des personnes qui sont exactement comme nous. Même niveau d'études, même imaginaire, même goût, etc. Et puis, en termes d'appropriation spatiale, les grandes villes étant marquées par des capitaux très forts, qui sont très fortement rationalisés dans les politiques d'aménagement du territoire, on s'approprie plus tellement nos quartiers et nos lieux de vie. C'est Henri Lefebvre qui disait déjà ça dans les années 60. Henri Lefebvre, un très grand géographe, il disait dans les grandes villes, on a mis l'habité dans l'habitat. C'est-à-dire que le seul espace d'appropriation qu'on a, c'est notre propre appartement. Tout le reste, c'est une zone de passage. On passe d'un point A à un point B, sans partager un sourire, sans partager un lien, sans partager une quête collective, au fond. Dans les villages, c'est tout l'inverse. On ne choisit pas son voisin, mais son voisin est différent de nous. Du coup, l'expérience de l'altérité se fera de manière beaucoup plus intense, au fond. Et quoi de plus beau dans une vie que de faire de l'altérité un rêve propre, quelque part. De tout ça, qu'est-ce qui serait le plus beau et le meilleur pour toi ? Voilà, à quoi tu rêves ? C'est une belle question. Alors, je dirais peut-être un rêve personnel et peut-être je peux partager deux rêves. Un rêve personnel et un rêve plus collectif. Mon rêve personnel qui me taraude depuis plusieurs années, c'est que ça fait maintenant 12 ans que j'ai une vie de nomade, où j'ai vécu sur 4 continents, dans plusieurs territoires français. J'ai adoré cette vie. Mais aujourd'hui, je nourris plutôt un vœu d'enracinement. C'est-à-dire d'avoir un territoire duquel non pas je ne partirai plus, mais dans lequel je sais que je peux revenir. Et ça change tout dans la manière de construire des relations avec les gens, dans la manière de se projeter. Et je crois même que c'est une forme de sécurité d'avoir un port d'attache, une forme d'apaisement de l'âme, une forme d'apaisement de l'âme, ouais. Et si ce port d'attache peut être dans le sud de la Sarthe, ça m'arrangerait. Même si là, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, des stabilités aussi économiques qui sont liées au travail, etc. Et puis le rêve un peu plus collectif, c'est de remettre le vivant au cœur de nos vies. On parle beaucoup du climat, et je disais tout à l'heure de manière très rapide que pour moi, le vivant est plus important, à mon sens, pour 4 raisons très rapidement. Déjà parce que la crise du vivant, elle est actuelle. Et c'est sûrement la plus grande crise à laquelle l'humanité n'a jamais été confrontée. Seconde raison, c'est parce que, contrairement au climat,
le vivant a des leviers supplémentaires pour repenser complètement nos modes de vie, au fond. Le climat, c'est Aurélien Barraud qui dit ça, déforester la forêt amazonienne avec une pelleteuse qui fonctionne au panneau solaire, ça aura très peu d'incidence sur les climats, ça aura une incidence très grave sur la diversité culturelle comme naturelle. Culturelle, car quand la forêt amazonienne brûle, c'est pas que du bois qui brûle, c'est des populations qui ont également toujours vécu dans ce territoire. Le troisième facteur, c'est bien sûr que de toute façon, le vivant est le premier et seul puits de carbone qu'on connaît. Donc c'est également un outil pour lutter contre le climat. Et le quatrième, un peu plus théorique, pardon, mais je me permets de te le citer, c'est que dans l'épopée scientifique qui est la nôtre, et qui est peut-être je parle pour ma paroisse, la plus belle des épopées humaines, puisqu'on ne se rend pas compte que sur l'histoire longue, c'est ce qui change tout, en fait, c'est les avancées des sciences et la manière dont les citoyens et les citoyennes s'approprient ces avancées. On aime se dire ça peut-être en tant que chercheur pour se prouver à nous-mêmes que notre travail ne sert pas complètement à rien, mais c'est peut-être complètement un fantasme aussi. Eh bien, le climat, c'est quelque chose d'assez égoïste, finalement. Si le climat change, et c'était déjà le cas par le passé, il y a eu des périodes pendant l'époque des dinosaures où les températures étaient en moyenne de 12 degrés de plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. Bon, mais la planète s'est réinventée et a coévolué avec ces cycles climatiques. C'est nous qui n'allons pas survivre si les températures augmentent autant. Du coup, c'est une dynamique assez égoïste, assez personnelle. Tandis que le vivant, en science, est une véritable invitation à réformer complètement notre matrice conceptuelle pour la rendre poreuse à l'altérité non humaine, à dynamiter l'anthropocentrisme dans les sciences humaines et sociales et dans la chape philosophique qui compose les sociétés humaines. L'épopée est beaucoup plus intéressante qu'une épopée philosophique égoïste comme liée au climat. Et je crois que ce vivant peut fédérer, parce que c'est lié à la santé, parce que c'est lié à l'alimentation, parce que c'est lié à ce que nous vivons au quotidien avec nos proches, dans nos territoires. Et donc mon rêve collectif, c'est qu'on brandisse tous et toutes à notre manière ces drapeaux du vivant pour faire en sorte que l'altérité humaine et non humaine puisse continuer finalement à nourrir les rêves de nos enfants. À nourrir les rêves de nos enfants. Autre idée que j'aimerais te partager, Amélie, quand je parle de retour au territoire, je pense que tous les territoires doivent se métamorphoser aussi par rapport aux enjeux contemporains. Retourner dans les territoires, c'est pas retourner à une image passée des territoires. Ces territoires doivent se réinventer et doivent se réinventer en devenant ouverts au monde, quelque part. Chaque territoire ruisselle d'un fragment d'universel à partir du moment où un territoire est en dialogue avec d'autres types de territoires. C'est Milton Santos, un très grand géographe, il a eu le prix Nobel de géographie brésilien qui disait ça. Il faut devenir citoyen du local et philosophe du global. C'est très beau. Et les territoires se réinventent quand ils accueillent l'altérité et qui se réinventent parfois de manière très belle. Un exemple, c'est le village de Noyant-d'Allier. Tu en as sûrement déjà entendu parler, Annie, parce que c'est un village qui est bercé par l'Asie. Il y a un magnifique Bouddha dans l'un des jardins de ce village. Et puis des pagodes asiatiques dans ce village. Cela s'explique par la longue histoire de ce territoire. Noyant-d'Allier était un village de corons, un village de mineurs. On connaît l'histoire, les mines ont fermé et le village s'est vidé puisque les mineurs sont allés chercher de l'espoir vers l'économie de service des grandes villes, Montluçon, Moulins, Clermont-Ferrand, etc. À cette même époque, il y avait la guerre d'Indochine et la France a rapatrié énormément de boat people qui ont recherché des logements et Noyant-d'Allier s'est proposé d'accueillir énormément de gens issus de l'Asie du Sud-Est pour justement peupler ces maisons de corons qui se vidaient suite à la fermeture des mines. Ces populations qui sont arrivées sur le territoire se sont réappropriées le territoire, y ont injecté leur propre culture, tout en vivant la montagne de l'Allier, tout en vivant l'Auvergne. C'est pas du tout contradictoire. Tant c'est si bien qu'aujourd'hui, le village de Noyant-d'Allier est devenu le village le plus touristique de l'Allier grâce à cette rencontre entre la culture asiatique et la culture auvergnate. Là où ce village aurait pu suivre finalement la trajectoire des territoires en déclin, anciennement miniers, comme c'est le cas dans le nord de la France, dans le Grand Est ou en Cévennes, ils ont retrouvé une épopée car ils ont fait de l'hospitalité leur politique d'attractivité quelque part. Et je trouve que cet exemple est une magnifique invitation, au fond, pour penser ces liens entre accueil et singularité, entre le fait de métisser le territoire aujourd'hui et de nourrir une nouvelle aventure demain, quelque part.
C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Je remercie Damien Deville d'avoir pris le temps de répondre à mes questions avec une infinie gentillesse et Claire Desmar de nous avoir mis en relation. Si vous voulez réagir à cet épisode ou que vous souhaitez vous aussi apporter votre témoignage au micro de Laisse Béton, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast qui se nomme laisse_béton_podcast. Et puis si vous aimez ce podcast, criez-le sur tous les toits et décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré. À très bientôt.